Tout n'est qu'une farce. Et si Watchmen, sorti en 2009, n'était pas juste une adaptation compliquée, mais le vrai début d'une nouvelle façon de voir les super-héros. À sa sortie, Watchmen a surpris beaucoup de monde. Violent, sombre, engagé, très loin des gros blockbusters habituels. Mais c'est justement ce mélange qui a donné à Zack Snyder son style, sa patte si reconnaissable. Ce film montre déjà tout ce qui fera le succès, et parfois les défauts du futur DCEU. Un univers très visuel, des héros fragiles, un regard dur sur le mythe du héros. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Watchmen est plus important qu'on ne le pense, et pourquoi il faut absolument le revoir aujourd'hui, au regard de tout ce qui est arrivé ensuite. Tuer des millions de gens pour en sauver des milliards. Tu sais qu'on peut pas te laisser faire ça. Tu me prends pour un méchant de BD ? À l'époque de sa sortie en 2009, je vous avoue que j'étais totalement passé à côté de ce film. Et pourtant, c'est peut-être le meilleur film de Zack Snyder. Beaucoup voient Watchmen comme une adaptation isolée. En réalité, c'est là que Snyder trouve sa voix, son style, sa mythologie. Watchmen, c'est un peu le point de bascule de Zack Snyder. Son œuvre pivot, fondatrice de son univers et de sa mythologie. Et pourtant, ça reste aujourd'hui son œuvre la plus incomprise. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi Watchmen est le point d'origine de tout le Snyderverse, et pourquoi il mérite aujourd'hui tout notre intérêt. Je suis pas enfermé ici avec vous. Vous êtes enfermé avec moi. Avant que Zack Snyder ne donne vie aux Gardiens, Watchmen était un projet longtemps jugé impossible à adapter. L'idée de transposer sur grand écran le roman graphique culte d'Alan Moore et Dave Gibbons a circulé pendant plus de 2 décennies. Chaque tentative semblait maudite, chaque studio à tour de rôle s'y est cassé les dents. Tout commence dès la publication du comic en 1986, quand la Fox flaire le potentiel du projet. Le duo de producteurs Lawrence Gordon et Joel Silver acquiert les droits avec l'espoir de transformer ce récit dense et subversif en blockbuster. Alan Moore, fidèle à sa réputation, refuse comme d'habitude de s'impliquer. Le studio se tourne alors vers Sam Hamm, scénariste du futur Batman de Tim Burton, pour un premier script. Problème, il modifie lourdement la fin et s'éloigne de la vision originale, ce qui refroidit les ardeurs du studio. Au début des années 90, Warner Bros récupère alors les droits. C'est là qu'un cinéaste atypique s'y intéresse sérieusement, Terry Gilliam. Accompagné de son complice sur Brasil, Charles McQuon, Gilliam imagine une adaptation qui dépasserait les limites du cinéma traditionnel. Il rêve d'un film à 100 millions de dollars, une folie à l'époque, avec une narration totalement éclatée et métaphysique, où le spectateur deviendrait presque un personnage de l'histoire. Il envisage même une fin où le public découvre que Watchmen se déroule dans notre propre univers et non dans une uchronie. Mais entre le coup jugé faramineux et l'inadaptabilité supposée du matériau, Gilliam jette finalement l'éponge. Il dira plus tard que Watchmen est inadaptable, tout simplement. Au début des années 2000, c'est au tour d'Universal de tenter sa chance. David Hayter, futur co-scénariste du film de Snyder, est pressenti pour écrire et réaliser. Il travaille longuement sur le projet avant de se retirer à son tour. Puis viennent Revolution Studios, puis Paramount qui enchaînent 2 réalisateurs potentiels, Darren Aronofsky, puis Paul Greengrass, chacun avec une vision très différente. Mais là encore, le projet s'enlise, victime de conflits de droits, de divergences artistiques et du poids immense que représente l'adaptation de ce mythe. Tim Burton aussi a exprimé à un moment donné son envie de réaliser ce film, mais il a finalement refusé, et c'est peut-être pas plus mal. C'est donc presque par miracle qu'en 2005, Watchmen revient dans le giron Warner Bros. Son point de départ. Grâce au succès de 300, Zack Snyder devient soudain un nom bankable. Il a montré qu'il pouvait adapter un roman graphique réputé intransposable, avec un style fort et des choix radicaux. La Warner lui confie alors l'un des projets les plus complexes de sa décennie. Alex TSE est engagé pour écrire le script de Hayter, en replaçant le récit dans son contexte original de guerre froide.
Et cette fois, le projet avance enfin. Paramount conserve les droits à l'international et récupère 25% des revenus. La Fox, elle, intente une action en justice sur les droits d'exploitation, mais finit par trouver un terrain d'entente avec la Warner, juste à temps pour le lancement du tournage. Quand les caméras se mettent en marche, ça fait déjà près de 20 ans que Watchmen attend son heure. Et Zack Snyder, avec seulement 2 films à son compteur, L'Armée des Morts et 300, se retrouve à la tête d'un blockbuster R-rated de 130 millions de dollars de budget, sans aucune star bankable. Un pari insensé, bref un projet hors norme. Et ce qui reste assez sidérant, c'est qu'à l'époque, Warner lui laisse carte blanche, avec pourtant un film à gros budget sur Watchmen, et par la suite, on le sait bien sûr, dans le DCEU, Warner va brider, voire totalement museler Zack Snyder. Fidèle à sa méthode sur 300, Snyder utilise directement le comic comme storyboard, ce qui explique la fidélité visuelle du film. Côté esthétique et personnage, Zack Snyder reste très fidèle au design original des comics, tout en y apportant sa touche personnelle. Par exemple, il demande que le hibou ait un aspect plus menaçant. Pour Ozymandias, son armure devient un clin d'œil satirique au costume moulant et un peu ridicule de Batman et Robin, sorti dans les années 90. Ne compte pas me mettre au frais. C'est pour ça que Superman bosse seul. Snyder ajoute aussi une sous-intrigue autour des ressources énergétiques pour ancrer l'histoire dans des problématiques contemporaines. Le changement le plus discuté, c'est la fin. Fini le poulpe géant téléporté du comic, Snyder préfère une conclusion où le Dr Manhattan est soupçonné d'avoir causé la catastrophe nucléaire à New York. Il estime qu'il aurait fallu 15 minutes de plus pour rendre crédible le twist original, un temps qu'il préfère consacrer au développement des personnages. Par contre, celui qui a été assez fou pour mettre un poulpe géant à la fin de son film, c'est James Gunn. Ouais, pour Suicide Squad. Comme quoi, James Gunn, Zack Snyder, c'est pas le même délire. Au casting, Snyder fait un pari audacieux. Aucun acteur bankable n'est engagé. On retrouve donc Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, inconnu à l'époque, Jeffrey Dean Morgan et Malin Akerman, des choix basés sur le talent avant tout, ce qui sert parfaitement le film. Le tournage débute donc le 17 septembre 2007 et s'achève en février 2008, pour un budget estimé entre 130 et 140 millions de dollars, hors frais marketing. Une somme énorme pour un film aussi sombre et adulte. La production se déroule à Vancouver avec des décors new-yorkais reconstruits en studio. Les scènes sur Mars ou en Antarctique sont-elles tournées sur fond vert. Les appartements, bureaux et autres intérieurs sont entièrement réalisés en plateau. Plus de 1100 plans nécessitent des effets visuels, dont un quart générés par ordinateur. Pas moins de 10 sociétés d'effets spéciaux collaborent sur le film, encadrées par Larry Fong, déjà directeur de la photographie sur 300 pour garantir une cohérence esthétique. Côté auteur, Dave Gibbons collabore avec Snyder en tant que conseiller artistique. Alan Moore, en revanche, refuse comme d'habitude toute implication. Fidèle à sa position depuis des années, il refuse que son nom apparaisse au générique. Il déclara d'ailleurs en 2008 dans Entertainment Weekly « Il y a des choses que nous avons faites avec Watchmen qui ne peuvent fonctionner que dans une bande dessinée. Elles étaient conçues précisément pour montrer ce que les autres médias ne peuvent pas faire. » Moore reconnaît que le scénario de David Hayter était aussi proche que possible de son œuvre, mais affirme qu'il n'a aucune intention de voir le film. Non mais Moore, il est jamais content, de toute façon il est aigri, comme tous les barbus. À sa sortie au cinéma en 2009, Watchmen divise autant qu'il intrigue. Avec son budget colossal de plus de 200 millions de dollars frais marketing inclus, le film ne rapporte finalement qu'environ 185 millions au box-office mondial. Un score bien sûr décevant, surtout à une époque où les films de super-héros commencent à cartonner. La critique est elle aussi partagée, certains saluent la fidélité visuelle et thématique à l'œuvre d'Alan Moore, tandis que d'autres lui reprochent cette même fidélité, une adaptation trop littérale, froide et dense. Le film a donc du mal à trouver son public. Public en majorité totalement déstabilisé. Il s'attendait à un blockbuster à la Avengers, mais se retrouve face à un récit sombre, violent, profondément politique, loin des codes habituels du genre. Trop long, trop complexe, Watchmen ne rentre dans aucune case. Et c'est sans aucun doute ce qu'il condamne, du moins au départ. Car avec le temps, le regard sur le film a changé. Dans un monde où les fake news, les leaders autoritaires et le désenchantement politique dominent, le film a fini par trouver une nouvelle résonance. Ce qui paraissait cynique en 2009 apparaît aujourd'hui comme une sorte de prophétie. Il existe plusieurs versions du film, la version cinéma à éviter qui dure 2h42, la Director's Cut plus longue d'une durée de 3h06 qui est la version recommandée par Snyder, bien plus fluide et mieux rythmée, et enfin l'Ultimate Cut avec ses 3h25 qui ajoute le segment animé du Blade Fighter, mais Snyder la trouve moins fluide et clairement moi aussi ça me sort complètement du métrage.
Grâce au bouche à oreille et surtout à cette director's cut, Watchmen est devenu peu à peu un film culte, un échec commercial au départ, devenu une œuvre majeure avec les années. Bon, puis c'est aussi le seul film de super-héros où là, le mec se prend pas la tête, est-ce que le slip je le mets en dessous ou au-dessus? Là, Dr Manhattan, il a fait le choix de ne pas porter de slip du tout, comme ça c'est réglé. Un super-héros avec le salaire, moi j'ai jamais vu ça. En 1985, dans une Amérique alternative où Richard Nixon est toujours président, après 5 mandats, la guerre froide atteint son paroxysme. Un ancien justicier masqué, Edward Blake, alias le comédien, est assassiné dans son appartement à Manhattan. Je suppose que le moment est venu. It's incredible. Unforgettable. Rorschach, justicier hors la loi, mène l'enquête et découvre que Blake travaillait pour le gouvernement. Convaincu que quelqu'un élimine les anciens héros, il prévient ses anciens coéquipiers, Dan alias le hibou, Adrian alias Ozymandias, Laurie alias le spectre soyeux et le surpuissant Dr Manhattan. À travers un générique très réussi en forme de fresque historique, le film retrace la montée et la chute des justiciers costumés, interdits par une loi en 1977. L'enquête de Rorschach se heurte à l'indifférence de Manhattan, plus préoccupé par ses recherches sur une nouvelle source d'énergie. Mais les choses se compliquent lorsqu'un journaliste révèle que plusieurs de ses anciens proches sont morts du cancer, ce qui pousse Manhattan à s'exiler sur Mars. J'ai dit, laissez-moi seul! Je préfère l'immobilité qui règne ici. Je suis fatigué de la Terre, de ces gens. Et voici que leur paradis est peuplé d'horreur. Pendant ce temps, les tensions internationales s'aggravent. Adrian survit à une tentative d'assassinat, tandis que Rorschach est arrêté et jeté en prison. Dan et Laurie, désormais amants, reprennent du service pour le libérer. Manhattan, isolé sur Mars, retrouve Laurie, qu'il convainc de sauver l'humanité en lui révélant qu'elle est la fille illégitime du comédien, fruit d'une relation violente mais ambivalente entre Blake et sa mère. L'enquête mène Rorschach et Dan jusqu'en Antarctique où ils découvrent qu'Adrian est en fait derrière tout ça. Il a manipulé l'opinion mondiale en faisant exploser les réacteurs du Dr Manhattan dans plusieurs villes, causant 15 millions de morts pour forcer les grandes puissances à s'unir face à une menace commune. On a donné l'illusion que ça venait de moi. Deux superpuissances renonçant à se battre. J'ai sauvé la Terre de l'enfer. Le dénoncer ne ferait que condamner le monde à une nouvelle menace nucléaire. Gardez vos secrets pour vous. Manhattan comprend la logique du sacrifice et accepte de garder le secret. Sauf Rorschach qui refuse de se taire. Pour éviter que la vérité ne détruise la paix fragile, Manhattan décide de le tuer. Adrian triomphe, mais Dan le confronte. La paix obtenue par le mensonge a un prix moral. Manhattan, écœuré, quitte définitivement la Terre. Dans les dernières scènes, un rédacteur de journal à sensation cherche un sujet à publier. Parmi les documents en attente, le journal de Rorschach, qui pourrait faire éclater la vérité. Ce film est d'une beauté complètement dingue. Les décors, les effets visuels impeccables. De toute façon, Watchmen pourrait sortir de nos jours, ce serait encore une immense claque au cinéma. Et c'est ça qui impressionne et qui mérite qu'on s'y intéresse de nouveau. La direction artistique est incroyable, la BO est magistrale. Le film est passé totalement inaperçu à sa sortie. Je veux dire, en France, seulement 754 000 spectateurs se sont déplacés en salle pour voir Watchmen. C'était avant Man of Steel. C'est une époque aussi où les films de super-héros, il y en avait que pour Marvel. C'était le tout début avec Iron Man qui était sorti un an auparavant. Donc franchement, à cette époque-là, les gens n'ont pas compris à qui ça s'adressait ce type de film. Watchmen, c'était le 3e film de Zack Snyder et j'ai l'impression que ça reste le film le plus équilibré de sa carrière. Il est visuellement époustouflant et surtout, il est basé sur un scénario cohérent et la construction du scénario franchement prend tout son sens, notamment dans le grand final où toutes les pièces s'agencent pour former finalement un tout cohérent. Alors c'est vrai que le film peut paraître long, hein, c'est 3 heures pour la director's cut, mais vraiment ça vaut le détour.
Honnêtement, la première fois que j'avais vu ce film, c'était quelques années après sa sortie, j'étais passé totalement à côté, film trop sombre, trop violent, trop long, trop pompeux. Je l'ai revu récemment parce que je préparais une rétro sur Zack Snyder et notamment sur le DCEU, et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ce film à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un film qui est peut-être le plus important dans la carrière de Zack Snyder. Il est tellement beau ce film. Alors, c'est certainement le film de super-héros le plus réaliste, loin des clichés habituels jamais réalisés. Je l'avais tout simplement pas apprécié à sa juste valeur la première fois. Mais là, l'histoire, la mise en scène, les dialogues, mais tout est épique, c'est bourré de scènes cultes. Et c'est peut-être l'une des meilleures fins que j'ai vues dans un film de super-héros, parce que c'est une fin déjà qui est surprenante, mais surtout qui est dramatique. Alors petit caméo, c'est le fils de Snyder qui incarne le jeune Rorschach, et le réalisateur lui-même incarne un soldat au Vietnam. Je sais pas si vous l'avez repéré celui-là. Dans ce livre, il décrit mon arrivée, comme la naissance du super-héros. Je ne suis pas certain de comprendre ce qu'il veut dire. J'ai un problème, merde, vas-y, arrête-moi, allez, sois soigné. On arrête les hommes, on pique les chiens. Watchmen, c'est pas un film de super-héros comme les autres. En fait, ce n'est même pas vraiment un film de super-héros au sens classique du terme. C'est plus une réflexion politique, morale, presque philosophique, sous des costumes en latex. Zack Snyder, fidèle à l'œuvre d'Alan Moore, plonge dans un monde où le masque ne protège pas l'innocent. Au contraire, il révèle parfois les pires côtés de l'humanité. Tous les grands thèmes du roman graphique sont là, la peur, le pouvoir, le contrôle, la manipulation, la vérité, et surtout la question qui hante tout le film. Est-ce que la fin justifie vraiment les moyens ? Dans cet univers dystopique, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam grâce au Dr Manhattan. Nixon est toujours président, et la guerre froide n'a jamais vraiment cessé. Ici, les héros ne sont pas des modèles à suivre, mais des êtres brisés, des anomalies. Rorschach est le plus radical, un moraliste inflexible, qui voit le monde en noir et blanc et refuse tout compromis, quitte à devenir lui-même un monstre pour combattre les monstres. Le docteur Manhattan, presque omniscient et détaché, a perdu toute empathie humaine. Il ne sauve pas l'humanité, il l'observe comme un scientifique scrutant un spécimen sous microscope. Ozymandias, le génie, cherche lui à sauver le monde, mais par un mensonge colossal et un acte terrible, un génocide calculé. Ces figures déconstruisent complètement l'idée traditionnelle du héros, ils ne sont ni sauveurs ni modèles. Ce sont les produits d'une société malade, et parfois ses bourreaux. Le film est un miroir politique brutal. Alan Moore a écrit Watchmen à l'époque de Reagan et Thatcher, mais Snyder transpose l'histoire après le 11 septembre. Il remplace le calamar géant de la bande dessinée par une attaque simulée du Dr Manhattan, choix qui colle parfaitement à notre époque obsédée par la peur des armes de destruction massive, les fausses menaces et la manipulation médiatique. Watchmen raconte l'histoire d'un monde où la vérité est sacrifiée au nom de la paix, où les plus grands héros sont ceux qui acceptent de trahir leurs idéaux pour éviter la catastrophe. Mais à quel prix ? La violence des Watchmen est frontale, crue, dérangeante. Viol, guerre, chiens dévoreurs de bébés. Snyder ne fait pas dans la dentelle, mais cette violence n'est pas gratuite. Elle interroge, elle met mal à l'aise. Elle pousse à se demander à quoi servent vraiment les super-héros si le monde est pire avec eux qu'il ne l'était sans eux. En résumé, Watchmen dit une chose très claire, les héros ne nous sauveront pas. Parce qu'au fond, ils sont comme nous, corrompus, perdus, désabusés. La vérité, elle, ne libère pas, elle détruit. Et parfois, mentir devient la seule façon de survivre. Le dénoncer ne ferait que condamner le monde à une nouvelle menace nucléaire. Non. Jamais de compromis. Pas même devant l'apocalypse. Oh, the times they are changing. Le monde lèvera les yeux et criera « Sauvez-nous !» Et dans un murmure, je dirais « Non !» À sa sortie en 2009, Watchmen ressemble à un ovni dans le paysage des films de super-héros. Trop dense, trop sombre, trop long pour le grand public qui attendait un blockbuster plus classique. Trop spectaculaire et parfois aussi trop littéral pour certains puristes du comics. Résultat, un accueil mitigé, un box-office en demi-teinte et une critique divisée. Pourtant, derrière cet échec commercial, ce film a ouvert une véritable brèche dans laquelle va s'engouffrer beaucoup de futurs films de super-héros. Watchmen a prouvé qu'il était possible d'adapter un comic book avec une approche adulte sans compromis. Un film de super-héros qui ose montrer le désespoir, questionner le pouvoir et surtout proposer une subversion morale. Ce n'est pas juste un divertissement, c'est une mise en garde, un miroir critique de notre époque, enveloppé dans l'esthétique du blockbuster.
Cette influence, elle est discrète, mais elle est bien là. On la retrouve dans des œuvres comme The Boys, où les super-héros sont loin d'être des modèles, dans Joker, qui creuse la psyché brisée d'un homme en marge, ou encore dans Logan, qui dépeint un héros usé, presque fini. Même la série Peacemaker, avec son mélange d'humour noir et de violence décomplexée, porte la marque d'une vision plus cynique et adulte de l'héroïsme. Et bien sûr, il y a la série Watchmen de HBO, sortie en 2019, acclamée par la critique. Elle n'aurait probablement jamais vu le jour sans la tentative ambitieuse de Snyder. Cette série prend un chemin différent, plus contemporain, plus engagé sur les questions raciales et politiques dans l'Amérique post-Trump. Pourtant, elle prolonge ce même questionnement fondamental. Qu'est-ce qu'un héros dans un monde brisé, où la morale est floue et les vérités difficiles à cerner? Watchmen, c'est une œuvre que personne n'a vraiment comprise à sa sortie, trop en avance sur son temps. Mais aujourd'hui, avec le recul, beaucoup le regardent avec un œil tout neuf, reconnaissant enfin la profondeur et l'audace d'un film qui a osé faire tomber les masques, à la fois ceux des héros et du genre lui-même. T'as jamais été un sentimental? Attaquer l'un des nôtres, c'est nous attaquer tous. Les héros masqués, c'est fini. Dixit Richard le roublard. Dixit-moi. Pendant longtemps, Watchmen a été perçu comme une œuvre à part dans la carrière de Zack Snyder. Un exercice de style, une adaptation fidèle, presque trop sage du roman graphique d'Alan Moore. Mais aujourd'hui, cette lecture paraît incomplète. Et si Watchmen, ce n'était pas une parenthèse, mais un commencement? Pas juste une adaptation, mais une absorption complète de l'univers de Moore. Le point de bascule où Snyder trouve enfin sa voix, son style, sa vision du super-héros. Car tout ce qu'il installe ici, on le retrouvera ensuite dans ses autres films. Dr Manhattan, par exemple, ce dieu désabusé, détaché du monde, c'est le prototype évident de Superman dans Man of Steel. Avec la même solitude, la même ambivalence, la même question centrale, qu'est-ce qu'un homme censé protéger l'humanité quand il ne s'y reconnaît plus? Le sacrifice fondé sur le mensonge, au nom d'une paix durable, c'est l'obsession d'Ozymandias. Mais c'est aussi le cœur moral de Batman v Superman, où la peur, la manipulation et le soupçon deviennent les véritables moteurs du récit. Et cette manière de déconstruire les héros, de les abîmer, de refuser l'héroïsme traditionnel, traverse toute la Justice League version Snyder. Ces super-héros sont des figures bibliques, mais blessées, ambivalentes et fragiles. En réalité, Watchmen, c'est là que tout commence. C'est le laboratoire secret du Snyderverse. C'est dans ce film que son cinéma trouve son équilibre. Entre l'obsession formelle, les ralentis, les contre-plongées, l'esthétisation de la violence et une pensée politique noire désabusée qui interroge frontalement les mythes modernes. Regardez aujourd'hui, Watchmen apparaît comme son œuvre la plus cohérente, la plus dense, le meilleur compromis entre respect du matériau d'origine et affirmation d'un regard d'auteur. Plus que 300, plus que BVS, c'est sans doute là que se joue son chef-d'œuvre. Et encore plus que Man of Steel, je pense que c'est vraiment Batman v Superman qui permet de prolonger les questionnements de Watchmen. Alors non, Watchmen n'est pas une trahison, c'est une déclaration d'intention. Ce n'est pas une adaptation sage, c'est un acte de possession, un film manifeste, celui par lequel Zack Snyder annonce la couleur et fait savoir qu'il ne racontera jamais les super-héros comme les autres. Fumier. Non, Comment on a pu en arriver là? For the times they are changing. Aujourd'hui, plus de 15 ans après sa sortie, Watchmen reste un film étrange, inclassable. Ni véritablement adoré, ni franchement rejeté. Un objet bancal, dérangeant, mais fascinant. Trop fidèle aux matériaux d'origine pour séduire le grand public, mais trop libre pour les puristes du roman graphique. Il flotte quelque part par là, entre le blockbuster et le film d'auteur, entre la fresque super-héroïque et le cauchemar politique. Et c'est peut-être précisément ce flou, ce déséquilibre assumé qui en fait une œuvre vraiment à part. Une œuvre unique, parce qu'elle ne ressemble à rien de ce qui l'a précédé, et pas vraiment non plus à ce qui viendra après. Avec Watchmen, Zack Snyder prend un risque, il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à arrondir les angles. Il adapte une œuvre culte presque sacrée, et plutôt que de la simplifier ou de la moderniser, il l'absorbe, il l'étire et il l'explose de l'intérieur. Il l'a fait dialoguer avec son époque. La paranoïa post-11 septembre, les crises politiques, la guerre des images, il fait de Watchmen un miroir plutôt sale, sans pitié, tendu à notre propre rapport au héros. À ce moment-là, en 2009, aucun studio ne croit vraiment à l'idée d'un film de super-héros adulte, nihiliste et désespéré. Mais Snyder, lui, il y croit.
Il trace son sillon, et même si Watchmen ne rencontre pas le succès espéré, il pose déjà les bases de tout ce qui suivra. Son style est là, sa vision, ses obsessions. L'ambiguïté morale, les figures divines, le chaos sous contrôle. C'est ici que naît, en silence, le futur Snyderverse. Et c'est pas un hasard si peu de temps après, un certain Christopher Nolan frappe à sa porte. Il a vu Watchmen, et il a ressenti ce regard unique. Nolan comprend à ce moment-là que Snyder est peut-être le seul capable de redonner à Superman toute sa grandeur, toute sa complexité. Pas un super-héros en toc, mais un vrai poids lourd, une vraie légende. Man of Steel débarquera, et avec lui, la claque qu'on connaît tous, une nouvelle ère, une nouvelle mythologie. Alors non, Watchmen, c'est pas une trahison. C'est pas un coup de génie non plus, c'est un point de départ, l'origine discrète d'un regard d'auteur sur le mythe du super-héros. Un film qui ne donne pas de réponse, mais qui ose poser la bonne question. On peut continuer à croire aux héros, mais au fond, on sait qu'ils n'existent qu'au cinéma. Faut-il être un génie pour voir que le monde a des problèmes? Non, mais sacrément con pour croire que des rigolos comme nous sont de taille à les résoudre. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous. Vous connaissez forcément des fans de Watchmen ou des fans de Zack Snyder. Et puis je m'adresse particulièrement à toutes celles et ceux qui regardent chaque semaine les vidéos sur la chaîne Clap Story. À vous en particulier, parce que vous êtes, eh bien oui malheureusement, 80% à regarder toutes les vidéos sans vous être abonné. Alors merci de le faire dès maintenant pour le bien de la chaîne. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne en cliquant ici sur YouTube sur le bouton rejoindre ou sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Vous pouvez également retrouver mes liens vers tous mes réseaux, Instagram et TikTok. Si vous souhaitez qu'on parle d'autres films de Zack Snyder et qu'on continue à traiter le DCEU d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'accord, dans ces conditions, moi je tape. En attendant, parce que derrière chaque film se cache une nouvelle histoire à raconter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story. Ciao.